nous reprenons nos travaux en auditionnant cet après-midi M. Patrick Evenot. Je rappelle que cette commission d'enquête a été constituée à la demande du groupe socialiste, écologiste et républicain et a pour rapporteur David Assouline. Monsieur Evenot, vous êtes ici à plusieurs titres. Tout d'abord comme spécialiste de l'histoire et de la sociologie des médias. Vous avez été professeur d'histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où vous avez enseigné l'histoire des médias. Vous avez également travaillé à l'école supérieure de journalisme de Lille et à l'Institut pratique du journalisme de Paris. Vous avez également commis des ouvrages dont l'un fait toujours référence. En 2012, Histoire de la presse française de Théophrastre Renaudot à la Révolution numérique. Et vous êtes également un acteur engagé, puisque vous avez dirigé la rédaction de la revue Le Temps des médias et participé à de très nombreux travaux relatifs à la presse. Enfin, entre 2019 et 2021, c'est-à-dire très récemment, vous avez présidé le Conseil de déontologie journalistique et de médiation. La commission est donc était très désireuse de vous entendre pour écouter vos éclairages sur l'évolution historique des médias à travers les siècles et sur votre vision de la situation actuelle. Je vous propose l'organisation suivante, comme pour l'ensemble des auditions. Je vais vous laisser la parole pour 10 minutes, pas plus, dans un propos introductif. Et ensuite, nous fonctionnerons sous forme de questions-réponses, en commençant bien sûr par les questions du rapporteur, et après, bien, toutes les sénateurs et sénatrices qui le souhaitent pourront vous interroger, et vous pourrez développer des choses que vous n'aurez peut-être pas eu le temps de dire dans votre propos liminaire. Cette audition est diffusée sur le site internet du Sénat et elle fera également l'objet d'un compte-rendu qui sera publié. Enfin, je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Je vous précise également qu'il vous appartient, le cas échéant, de nous indiquer vos éventuels liens d'intérêt ou conflits d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite, Monsieur Evenot, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et je vous donne la parole donc pour 10 minutes. Merci. Alors, je vous ai envoyé un petit... Parlez bien dans le micro pour qu'on vous entende, non seulement dans la salle, mais également pour nos collègues. Effectivement, puis avec le masque, c'est compliqué. Oui, en plus. Je vous ai envoyé un petit document, histoire de vous donner un peu le fond de ma pensée avec les parties que je souhaiterais aborder. Pour moi, il y a votre commission d'enquête, comme d'ailleurs celle qui a été menée par l'IGAC et l'IGF, j'ai été auditionné aussi par elle, et comme les précédentes, puisque j'ai été auditionné à plusieurs reprises par différentes commissions d'enquête, aussi bien sénatoriales que de l'Assemblée nationale, vous êtes dans un, votre commission a été créée afin de mettre en lumière les processus qui ont permis de pouvoir aboutir à une concentration dans les médias en France et d'évaluer l'impact de cette concentration sur la démocratie. Le problème que je maintiens depuis des années et des années, après avoir passé plus de 40 ans sur l'histoire des médias, c'est qu'il n'y a pas forcément de rapport entre ces deux termes, entre concentration et pluralisme. C'est pour ça que je vous ai donné le plan, comment concilier la nécessaire recomposition du marché des médias avec la non moins nécessaire préservation du pluralisme qui fait vivre la démocratie. Je suis un grand démocrate, je suis pour la liberté d'opinion, etc., etc. Et avec les points suivants, la concentration n'est pas une question démocratique, c'est un problème économique. La liberté des rédactions est prise en étau entre la nécessaire gestion par les actionnaires et le nécessaire respect du pluralisme de la démocratie, etc. Et enfin, le pluralisme est un enjeu démocratique, pas un problème économique. Et c'est là où vous êtes pris en étau, en plus parce que ça arrive à un moment où vous avez conjointement deux concentrations qui se mènent de front, l'une parfaitement classique de concentration économique, TF1, M6, RTL, d'un côté, et de l'autre, une concentration, la première étant, si je puis dire, une concentration défensive face aux GAFA, face à la disparition d'un certain nombre de revenus publicitaires, etc., etc.,
concentration défensive dans un secteur mûr, dans un secteur vieillissant, comme l'était la presse avant la télévision, mais comme le devient maintenant la télévision, et comme l'a été l'automobile ou la sidérurgie. Et dans tous les secteurs mûrs ou vieillissants, il y a forcément des disparitions et des concentrations. Il y avait 200 producteurs d'automobiles dans le monde en 1914, il doit y en avoir une dizaine aujourd'hui. Bon, ça fait partie des choses de la vie économique, si je puis dire. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, monsieur Assouline, mais je suis... Bon. Voilà. Ça, c'est dans un secteur mûr, c'est comme ça. Alors après, on peut discuter, mais bon. On peut discuter évidemment des seuils de concentration, etc. Toutes ces choses-là, il faut en parler. Et puis de l'autre côté, vous avez une autre volonté, j'allais dire concentrationnaire, mais là, c'était vraiment un peu un jeu de mots mauvais, de concentration, qui est une concentration offensive et politique. Clairement politique. Je rappelle au passage que si j'ai un seul conflit d'intérêt avec ce qu'il y a dans cette commission, c'est que quand j'étais membre du comité d'éthique de iTélé, avant que iTélé ne soit racheté par Bolloré, et j'ai démissionné au moment de ce comité d'éthique, au moment où Bolloré a mis son ordre dans iTélé, de la manière extrêmement brutale que vous connaissez, qu'on vous a raconté à plusieurs reprises, notamment mon ami Vescovaci. Donc, bon, il n'y a pas de problème là-dessus. On voit bien que c'est deux choses complètement différentes. Deux choses complètement différentes et qui font qu'on est dans le brouillard. Brouillard, pourquoi ? Parce que première chose, et je vous ai mis un petit dessin de Faisan qui date de 1972, c'était pour vous amuser un peu, parce que ce n'est pas un sujet très très gai que nous avons devant nous, hein, mais on pense avec son passé. Et voilà, Faisan, dans le Figaro, mars 72, il y a 50 ans, pardon, pile poil. Et ce n'est pas un journal d'extrême gauche, hein. Faisan n'est pas reconnu comme étant un caricaturiste, c'est pas Cabu. Hein. Bon, et voilà comment on pense la concentration des médias, c'est d'un seul coup, on va réunir toutes les rédactions, et il n'y aura plus qu'une seule rédaction qui dira la même chose à tout le monde pour tout le monde. Bon. Or, dans le même temps, je vous ai donné tout de suite un petit tableau, où depuis 40 ans, j'ai pris depuis l'arrivée de François Mitterrand ou la fin de Valéry Giscard d'Estaing, vous voyez qu'il y a une multiplication considérable des supports de diffusion de l'information, certes un déclin de la presse écrite, mais une variété considérable de radio, vous allez tout à l'heure écouter le CIRTI, donc c'est la même chose, une variété considérable de télévision, et puis Internet qui évidemment n'existait pas avant 1995 et qui se retrouve maintenant avec des milliers de sites, avec des centaines de chaînes YouTube, dont certaines dépassent l'audience de beaucoup de chaînes de la TNT, plus donc évidemment tous les réseaux sociaux majeurs. Donc le premier point, c'est quoi ? C'est la concentration TF1-M6. C'est une concentration qui est une concentration, vous n'avez qu'à voir le tableau suivant, hein, extrêmement simple à comprendre. Quelques chiffres, j'ai intitulé ça comme ça. Les investissements publicitaires en France, vous avez la télévision, moins 14% en 10 ans, à peine. La presse, moins 55%, la radio, moins 17%, Internet multiplié par 4. Et si on prend le tableau suivant, si on prend les prévisions, dans le total publicitaire de ces 4 médias, hein, je ne parle pas de l'affichage, des choses comme ça, la presse qui est passée de 53% du total à 12% du total, la radio de 9 à 4 ou 5, la télé de 37 à 25% du total et Internet de 0 à 58% du total. Même si une partie de la publicité qui va sur Internet et va sur les sites Internet des différents médias, c'est estimé à peu près à 9%, on pourrait même dire peut-être 10%, mais enfin bon, on ne va pas chicaner sur les détails. Mais vous voyez que, encore une fois, ce qu'on appelle les GAFAM perçoivent actuellement près de 50% du marché publicitaire français. Donc évidemment, la fusion TF1-M6
avec 70%, enfin, on peut discuter des recettes publicitaires, de la publicité gratuite. C'est évident que ça crée un quasi-monopole. Monopole voulu par le président Sarkozy lorsqu'il a amputé de 50% la recette publicitaire de France Télévisions et de Radio France. Mais bon, ça c'est une autre histoire, c'était en 2009. Donc qui est un quasi-monopole, mais quand on compare aussi avec les audiences, vous avez les audiences qui sont devant vous, hein, TF1 a largement baissé, France Télévisions aussi, M6 aussi, ce sont les autres chaînes qui ont largement augmenté, même si on prend l'ensemble du groupe, si on réunit TF1, M6 et la TNT des deux groupes, on est à 47% d'audience en 2002, on est à 40% d'audience en 2020. Et ça me fait penser le rapport d'Alain Lancelot en 2005 qui disait qu'il faut limiter l'audience la part d'audience à 37,5%. Eh bien, si le groupe TF1 M6 vend 2 ou 3 petites chaînes, il retombera à 37% et il n'y aura pas de problème d'audience. Bon. Dernier tableau, hein, les 40 premiers groupes de presse français, parce que j'ai écouté beaucoup et j'ai lu beaucoup des comptes rendus qu'ont fait vos administrateurs. On n'a pas beaucoup parlé de chiffres. On parle de concentration sans parler de chiffres, ce qui est quand même assez étonnant. Oui, mais moi, je suis déformé. J'ai fait de l'histoire économique. C'était ça mon point de départ. Donc, je m'appuie sur des chiffres. Et je vous ai donné un tableau qui va sortir la semaine prochaine dans les clés de la presse, mais vous l'avez en avant-première, hein, c'est les clés de la presse du 22 janvier 2022, il n'y a pas d'erreur, sur les 40 premiers groupes de presse en France en 2020, hein, parce qu'on n'a pas encore les chiffres 2021, vous voyez que c'est des tout petits, mais c'est des tout petits. Le plus gros, le groupe Figaro, 550 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Hein, Ouest France, le plus grand journal français, 520, etc. Enfin bon, on ne va pas faire. Et quand vous arrivez au 40e, qui est un Allemand, Burda, on est à 29 millions d'euros, alors qu'il fait 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Allemagne. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc, vous voyez que ce que je veux dire, c'est que la concentration, c'est quelque chose qu'on a appelé comme ça depuis Robert Hersan. Depuis, ça remonte à 70, dans les années 70, depuis que Robert Hersan s'est emparé. Avant, à la Libération, on parlait des trusts. Vous allez me dire, c'est la même chose. Hein. Bon, les trusts, le trust vert achète, etc., la pieuvre verte qui mangeait tout et tout et tout. Bon, les trusts, il fallait retirer la... J'en ai pour combien, 1 minute encore ? Oui, bon, alors, laissez-moi 1 minute, alors. C'est une vision très, très archaïque que défendent un certain nombre de gens que vous avez entendus, que j'ai lus aussi. Enfin, bon, bref, je ne vais pas vous citer lesquels, mais il faut quand même dire clairement que c'est un vieux débat antilibéral, illibéral, je vais le dire clairement, vieux débat qui est qu'on considère que la concentration, c'est mal. Voilà. Pas de problème. La concentration, c'est mal. Pourquoi c'est mal ? On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que, est-ce qu'il y a un rapport ? Parce que c'est là, ça serait mal. Ça peut être mal pour 2 raisons. Soit c'est parce que c'est monopolistique et à ce moment-là, on fait jouer l'anti-monopole, etc. Bon, ce qui va être le cas quand Bolloré va racheter Lagardère et donc il va se retrouver Hachette et Editis. L'autorité de la concurrence va obliger... Je vais vraiment vous demander de conclure. De toute façon, on va revenir sur tout ce que vous venez de dire avec des propos assez forts. Donc, je ne doute pas une seconde que ça va susciter des questions. Oui, je pense que ça va susciter beaucoup de questions. Oui. Mais je n'ai pas eu le temps de... Non, mais vous inquiétez pas. Bon, alors je vous écoute. Merci, M. Evenot. On se connaît de multiples débats, surtout liés, et c'était d'ailleurs la raison principale de votre audition ici,
lié à le combat long que vous avez mené pour un observatoire de la déontologie journalistique et essayer de faire que sur la question de l'information, il y ait une autorégulation de la profession, comme il peut en exister dans d'autres métiers, même si les choses sont très différentes, mais c'est votre combat, et c'est beaucoup là-dessus. Alors, comme tout citoyen, vous avez des opinions aussi sur le système économique dans le pays et tout ça, mais c'est pas trop là-dessus que notre réflexion se porte vis-à-vis de vous, même si vous avez affirmé des convictions, notamment considéré dans votre introduction que ce n'est qu'une affaire économique et pas démocratique, la question des concentrations, et que donc c'est l'affaire de l'autorité de la concurrence, finalement, que de juger si tel ou tel rapprochement ou telle fusion atteint à ces règles. Mais bon, vous pensez bien que ce qui est quand même largement documenté, c'est que les concentrations, parce qu'on ne parle pas justement d'automobile, mais d'information et d'une matière première qui n'est pas une marchandise comme les autres, la culture et l'information, que les questions de monopole dans ces domaines ont depuis longtemps, par des grands libéraux qui ont fait la loi de 86, impliqué de considérer qu'il fallait de la régulation démocratique pour pas que l'ensemble des moyens d'information puissent être concentrés entre les mains d'un trop petit nombre. Et donc dire que ce n'est qu'un problème économique n'est pas du tout dans notre tradition démocratique au sens large du terme, c'est-à-dire l'ensemble des républicains qui ont fait des alternances depuis 1980 dans notre pays, droite et gauche confondues. Sur ce propos, vous avez été, et ça serait intéressant que vous, en toute franchise et en ravivant votre mémoire, vous nous racontiez ce qui s'est passé au moment du passage d'ITélé à CNews et qui vous a conduit à la démission, votre démission, avec aussi votre collègue. Julie Joly. Julie Joly, qui est maintenant directrice du comité de déontologie du groupe Canal+. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus, mais votre récit m'intéresse, et notamment, si vous pouvez nous en dire plus sur les conversations, les rapports que vous avez eus avec le groupe lui-même au moment de prendre cette décision. Qu'est-ce qui vous a motivé et comment ça s'est passé ? Bon, je vais répondre tout de suite, c'est pas difficile. Hein. C'était l'époque où Céline Pigalle était directrice de la rédaction de iTélé. Et ensuite, elle est passée à BFM, mais j'ai démissionné un peu avant. Pardon ? Elle n'est pas d'abord passée par LCI ? Elle est passée par LCI, effectivement, et puis ensuite à BFM. Maintenant, elle est à BFM depuis, oui. Nous l'avons auditionnée il y a quelques jours. Oui, je sais. Bon, moi, j'ai vu essentiellement, j'ai vu comment la rédaction réagissait. Hein, ce qui me semble très important, c'est la liberté des rédactions. On parle souvent de l'indépendance des rédactions. Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'indépendance des rédactions, puisque par définition, les rédacteurs sont des salariés. Et les salariés, être salarié, ça crée un lien de dépendance vis-à-vis de son employeur. Donc, une rédaction indépendante, je ne sais pas ce que ça veut dire. Un journaliste indépendant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Y compris un pigiste, il est un salarié. En revanche, une rédaction libre, je sais ce que ça veut dire. C'est tout à fait différent. On parle beaucoup d'indépendance, mais moi, parce qu'un pays indépendant, la Biélorussie est un pays indépendant. Vous le savez tous comme moi. Bon, donc ça ne veut rien dire, l'indépendance. Hein. L'indépendance des médias, la liberté des médias, c'est quelque chose d'important. C'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion, et là on en vient à la régulation, ce que vous avez dit sur la loi de 86. Tout à fait, mais pourquoi c'est réservé à l'audiovisuel ? Et pourquoi spécifiquement même à la télévision, plus qu'à la radio ? Oui, non, mais les législateurs de 1880, la loi du 29 juillet 1880, j'ai fait plusieurs articles là-dessus, jamais ils n'ont voulu faire un statut de l'entreprise de presse ou faire une régulation de l'entreprise de presse. La presse est libre, point. C'est ça que ça veut dire, la loi de 81. Alors après, Éric Zemmour vient d'être condamné ce matin par le tribunal correctionnel pour incitation à la haine raciale, etc. Bon, ça, tout à fait,
Ça tombe sous le coup de la loi de 81 et c'est très bien. Mais jamais les législateurs de la Troisième République n'ont voulu faire quoi que ce soit sur la régulation. Et le statut de l'entreprise de presse, on en a parlé pendant des années et des années. En 1928... Ce serait bien que vous répondiez à ma question, s'il vous plaît. Sur quoi? Sur iTélé? Ma question était comment s'est passé et pourquoi votre démission... Parce que j'ai vu les rédacteurs de iTélé être... comment dire... quasiment obligés d'accepter soit une télévision qu'ils n'avaient pas envie de faire, soit la porte avec indemnité, mais la porte. Voilà, je les ai vus, j'ai participé à leurs débats, etc. Je les ai soutenus et moi, le seul soutien que je pouvais faire, parce que ma voix n'a pas grande importance dans l'espace public, le seul soutien que je pouvais faire, et on s'est concerté avec Julie Joly, on a dit on démissionne tous les deux, on a fait un petit communiqué en disant on démissionne, bon, voilà. Bien, c'est comme ça, c'est parce que j'ai pris le parti de la rédaction contre l'actionnaire, mais l'actionnaire en question, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du Murdoch, faut être clair, il faisait de la Fox News. Ce qu'il voulait, c'était faire une Fox News à la française ou un équivalent quelconque, enfin on peut discuter sur les détails. Et ça... moi, personnellement, j'estimais que sa brutalité vis-à-vis de la rédaction ne me permettait plus de siéger sereinement dans un comité d'éthique où nous étions 3. Et donc on a démissionné à 2. Ils en ont reconstitué un. Vous avez eu, à ce moment-là, été frappé par des faits d'intervention je parle de faits d'intervention de la direction ou de l'actionnaire pour faire ce que vous dites qui a été fait? Oui, il y a toujours des faits. C'est ça qui m'intéresse. Mais oui, mais les faits. Juste pour compléter la question du rapporteur, vous avez dit l'actionnaire dans votre propos tout à l'heure. Vous n'avez pas dit la rédaction, vous avez dit l'actionnaire. Non, mais il y avait l'actionnaire qui imposait à la rédaction. Ce que la rédaction ne voulait pas faire. C'est une véritable question qui pose à la fois une question économique et juridique, et donc démocratique. Est-ce que l'actionnaire a le droit d'imposer à une rédaction ce qu'il ne... Bon, là, je suis évidemment, moi, profondément choqué, et c'est pour ça que j'ai démissionné. Qu'il y ait eu des faits, c'est des faits qu'on m'a racontés, c'est pas des faits auxquels j'ai assisté. J'ai pas vu Vincent Bolloré dire à un rédacteur « tu me fais pas ci, tu me fais ça ». Je ne crois pas d'ailleurs que Vincent Bolloré le fasse. Et l'important pour lui, c'est de placer les bonnes personnes au bon endroit. C'est pas la peine de téléphoner tous les jours à Cyril Hanouna ou à Pascal Praud pour leur dire de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils le font très bien sans que Bolloré ait quoi que ce soit à leur dire, si ce n'est de les augmenter de temps en temps. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous voyez, c'est pas la pression de l'actionnaire, là. Bon. Alors, bon. C'est très compliqué. Le problème, il est fondamental, c'est est-ce que c'est Christophe Deloire qui vous en a parlé l'autre jour, pluralisme interne, pluralisme externe. La loi de 1881, du 29 juillet 1881, elle dit la presse est libre, chacun peut créer son journal, donc pluralisme externe, et donc on peut avoir des journaux d'opinion, et nous on répétait, enfin moi j'ai démissionné du CDJM parce que je voulais récupérer ma liberté, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, évidemment, c'est pas entendable par les journalistes. Donc j'ai voulu récupérer ma liberté en arrêtant toutes mes activités que j'avais menées pendant 10 ans, et ça suffisait comme ça. Je passe à autre chose. Mais vous voyez bien que je ne sais plus où j'en étais là. Oui, la liberté, le pluralisme interne, pluralisme externe. Pluralisme externe pour la presse, pas de problème. Pour l'audiovisuel, parce que l'audiovisuel a été nationalisé en 1944, parce que l'audiovisuel jusqu'en 1984
enfin 82, la loi de 82, mais en fait 84, quand on a créé des nouvelles chaînes, était sous la tutelle de l'État et elle est restée encore très très longtemps et il a fallu attendre. Il faut se rappeler quand même que si TF1 appartient à Bouygues, c'est parce que Jacques Chirac l'a voulu. Il faut se rappeler que Jacques Chirac a tout fait pour que R100 ait la 5, la première 5, avec Berlusconi, bon, ça a fait faillite et tout ça. Et ça, c'était de l'intervention du politique. Bon, hein, il faut s'en souvenir de ces choses-là. Excusez-moi, je suis embêtant. Alors, une question qui, en même temps, rebondit sur vos propos pour avoir votre avis. Vous avez dit, en gros, quand on a fait la loi sur la presse, on a dit la presse est libre. Point. Et à partir de là, les journaux pouvaient se constituer avec les opinions qu'ils souhaitaient diffuser. Et on a quand même adossé cela avec des droits des journalistes, droits de cession, clause de conscience pour, s'ils ne voulaient plus travailler dans tel cadre ou avec tel propriétaire, ils pouvaient. Des droits individuels. Mais vous dites pourquoi avec l'audiovisuel, c'est pas la même chose. Bien, mais ça peut pas être la même chose parce que justement il y a eu un distinguo. Alors peut-être il y aura des évolutions. Le distinguo, on l'a souvent discuté dans notre commission d'enquête avec beaucoup des auditionnés, c'est que la fréquence est un bien public qui est attribué par une institution publique. Et donc, il y a une convention qui est passée, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le droit d'être sur la TNT. Par rapport aux postulants, il y a une infime minorité. C'est lié à la rareté, même qu'on peut relativiser aujourd'hui, pas de la denrée, mais en tous les cas, de l'offre possible. Et donc, dans ces conventions, à aucun moment, encore plus sur les chaînes d'information, il n'est écrit que ce sont des chaînes d'opinion. C'est d'ailleurs l'inverse. C'est écrit à chaque fois qu'il faut veiller à ce qu'il y ait un pluralisme dans l'expression, etc. Parce qu'on n'a pas voulu faire la chaîne L'Humanité, la chaîne Le Monde, la chaîne Le Figaro, la chaîne Valeurs Actuelles. Non, c'est pas aujourd'hui comme ça que le CSA travaille et qu'il a des impératifs, disons. Donc, voilà, que pensez-vous de cela et comment faire respecter cette prérogative particulière, cette différence particulière qu'il y a entre l'audiovisuel et la presse écrite? Écoutez, différence particulière, je sais bien que ce sont des fréquences qui appartiennent à l'État, etc., que c'est un bien commun, comme diraient certains, ou un bien public, ok. Ça n'empêche que pour la radio, par exemple, c'est pas pareil. On a Radio Courtoisie, on a Sud Radio, tranquille, hein, droit dans leurs bottes, et on pourra en trouver. Il y avait à un moment une radio anarchiste, je ne sais plus si elle existe encore, enfin bon, etc. Bon, donc c'est pas l'audiovisuel, c'est pas la loi de 86. Hein, bon, vous voyez, là il y a des radios d'opinion. Et puis vous allez avoir le CIRTI tout à l'heure, donc je vous laisse avec eux tranquille. Pour ce qui est de la télévision, ça a été fait effectivement parce qu'on était en 1986 et qu'on a continué après avec la TNT, mais maintenant c'est terminé. C'est terminé. Le pluralisme interne, le pluralisme externe, c'est fini. Le pluralisme externe, il est sur les chaînes YouTube. Les chaînes YouTube, elles ont plus d'audience que BFM TV ou enfin certaines chaînes YouTube. Donc elles s'en moquent du pluralisme interne complètement. Elles sont dans le et vas-y que je te pousse, enfin bon, ou Français de souche, ou bien Égalité et Réconciliation, le célèbre blog de Mister Camus, pas Albert mais l'autre. Ils s'en moquent complètement du pluralisme externe, du pluralisme interne. Eux, ils y vont à fond la caisse. Excusez-moi de l'expression. Donc, les chaînes de télévision, pourquoi on n'aurait pas maintenant la constitution de ce que j'appelle, moi, le bloc de la réacosphère bolloréenne, hein? Je trouve que c'est une expression assez jolie, la réacosphère bolloréenne, c'est très, très... Bon, voilà. Et alors, c'est surtout que c'est des chaînes qui sont à très faible audience. Si vous faites le total de l'audience de l'audiovisuel de Bolloré, il y a 4% pour Europe 1,
il y a 2% pour CNews, il y a 2% pour C8, il y a quelques pourcents pour Canal+, mais là c'est en dehors du truc. Vous êtes à un seuil extrêmement bas, et donc si on veut casser cette entreprise de réunion ou de concentration, eh bien il faut avoir un seuil extrêmement bas qui va faire que plus aucun groupe ne va pouvoir s'investir dans la télévision, parce que les seuils seront tellement bas que, bon, et heureusement, les lois ne sont jamais rétroactives, donc ça ne cassera pas les anciens groupes. Mais bon, on est effectivement maintenant face aux GAFA, on est face aux réseaux sociaux, on est face aux youtubeurs, à tout ce que vous voulez. C'est là où est mon problème. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'il faut... c'est le dernier point sur lequel j'insiste. Il faut créer un observatoire, il faut se situer à l'intérieur du système que les Européens veulent mettre en place avec le Media of Freedom Act, non, le Freedom of Media Act, je ne sais jamais dans quel sens c'est, je suis mauvais en anglais, qui est en cours de négociation, en cours d'appel d'offres, etc., etc. Il faut créer non plus un observatoire comme je l'ai fait de la déontologie ou un conseil de déontologie. Il existera toujours. Il y a plein de conseils de déontologie, de conseils de presse en Europe. Il y en a 21. Le français le 21e. C'est très bien. Mais il faut aller au-delà. Et c'est pour ça que je vous ai proposé ce que je vais proposer à l'Union européenne, la création d'un observatoire européen du pluralisme, de la transparence dans les médias, adossé à une fondation européenne pour la liberté de la presse, pour la liberté, parce qu'il faut concilier la liberté et l'économie des médias. Il faut que les actionnaires puissent faire leur job d'actionnaire. Quand Xavier Niel, en 2012-2013, a dit aux journalistes du Monde, non pas un truc sur les journaux, mais il faut pas faire... Les journalistes du Monde voulaient faire un PDF à envoyer le soir aux abonnés. Xavier Niel leur a dit, mais ça va pas la tête, non, enfin, il ne l'a pas dit comme ça. Mais bon, excusez-moi, je suis toujours un peu... il a dit, il faut faire une matinale sur Apple, parce que depuis 5 ans, vous avez des mobiles et que des applications, et que les jeunes, ils sont là-dessus, et que si vous voulez aller voir les jeunes et non pas mourir avec vos vieux lecteurs qui ont plus de 50 ans, eh ben, il faut aller sur la matinale. C'est comme ça qu'ils ont créé la matinale. Ça a fait regimbé dans la rédaction, mais ça a marché. Et maintenant, ils ont 500 000 abonnés, dont plus de 400 000 numériques. Bon, voilà. Bien, nous sommes assez nombreux à vouloir vous poser des questions, tant mieux. Je vais demander aux uns et aux autres, et moi compris du reste, d'être assez brefs dans les interventions. Et si vous pouviez aussi, Monsieur Evenot, être assez bref pour que chacun puisse poser sa question. Jean-Raymond Hugonnet. Président, bonjour à toutes et à tous. Cher monsieur, merci déjà pour la transmission des éléments que vous nous avez fait parvenir en amont, qui étaient très intéressants. Et vous avez, je trouve, bien posé les choses et montré combien, avec les chiffres, combien la télévision est un secteur déclinant. Je ne veux pas dire que c'est un crocodile empaillé, mais un secteur déclinant, et combien un petit peu le débat est un peu un débat d'arrière-garde quand on le pose tel que un petit peu nous le posons, mais il faudrait voir véritablement sous l'angle tel que vous le présentez, de la concentration qui est un phénomène effectivement économique et du pluralisme qui, lui, relève de la démocratie. Vous avez souvent employé ce mot qui a été combien de fois employé la semaine dernière alors que nous parlions du pass vaccinal, le fameux mot de liberté, et que c'est plutôt sous cet angle-là qu'il faut regarder, et notamment le pluralisme. Vous semblez esquisser dans votre document, et ça sera ma question, que, je ne vais pas dire le remède à tous nos maux, mais en tout cas l'avenir serait une régulation européenne. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point, s'il vous plaît ? Oui, je crois qu'il faut vraiment maintenant se situer dans l'Europe, parce que on n'est plus au XXe siècle. On est dans un système mondial où on voit bien que la puissance, elle est américaine. Enfin bon, d'abord et avant tout, la puissance des GAFA, etc. Enfin bref, on ne va pas revenir. Et l'Europe, il faut qu'elle fonde les bases qu'elle consolide, les bases de sa société démocratique, et la liberté de la presse au sens large, liberté des médias, la liberté des rédactions,
c'est consubstantiel avec la société démocratique. Mais il faut que cela reste dans la liberté de marché aussi. C'est pour ça qu'il faut réguler, mais faire attention à ne pas trop réguler. Il ne faut pas créer... Parce que créer une loi anti-Bolloré, ce n'est pas difficile, si jamais vous y arrivez. Il y a eu la loi anti-Hersant en 1984, elle a duré 2 ans, elle n'a jamais servi à rien. Pourquoi ? Parce que les lois de circonstance, les lois ad hominem, ça ne marche pas. Donc oui, il faut passer à l'Europe. Moi, je crois beaucoup au faire savoir. Dire aux Européens, aux citoyens, voilà. C'est pour ça que je propose la création de cet observatoire qui serait extrêmement large, qui doit être financé et qui peut s'associer au Conseil de presse et à tous les régulateurs type Arcom, etc., regroupés dans l'ERGA et s'articuler avec les DMA et DSA. Mais un observatoire où on pourrait faire des bases de données, parce que maintenant, c'est extrêmement facile à faire, où il y aurait toutes les données des médias. Et alors, évidemment, Bolloré, on sait bien qui possède quoi. Enfin bon, voilà, on voit bien comment ça marche. Mais aller plus loin, parce que c'est cette absence de transparence. Je crois que la commissaire européenne, Madame Jourova, je ne sais jamais comment... Excusez-moi, j'ai oublié son... Enfin, je vois qui c'est, mais bon. Vous voyez de qui je veux parler, qui est en charge de cette idée de faire un Media Freedom Act, comme les États-Unis l'ont fait sous Johnson ou comme l'Angleterre l'a fait il y a 10 ans, 15 ans. C'est quelque chose qui... Et ça nous permettrait d'aller beaucoup plus loin et en même temps de contrer les illibéraux du type Orban et compagnie qui sont évidemment très embêtants aussi pour nous. Michel Laugier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Eveno, merci pour vos propos et votre enthousiasme, en tout cas. Permettez de rebondir sur la question de mon collègue Jean-Marie Gonnet et sur votre réponse. Moi, j'ai mis quelques doutes un petit peu sur votre organisation au niveau européen quand je vois la lenteur et la division en ce qui concerne le sujet des droits voisins, pourtant aussi cruciaux. Voilà, mais c'est juste une réflexion propre. Deuxièmement, puisqu'on parle de concentration, c'est vrai que ce n'est pas nouveau. Vous l'avez dit vous-même, puisque depuis longtemps, on ne parle plus de TF1, mais de groupe TF1. On ne parle plus de Canal, mais de groupe Canal, groupe M6. Maintenant, on voit aussi que les choses se font avec le groupe Altis. Donc, on raisonne aujourd'hui en termes de groupe. Est-ce que, selon vous, les concentrations se passent toujours aussi mal que l'expérience que vous avez vécue au sein de iTélé? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que vous pensez que dans l'audiovisuel public, on a aussi des concentrations? France Télévisions, c'est concentration. Radio France, c'est concentration. Et est-ce que pour vous, dans l'audiovisuel public, on a dans ces concentrations toutes les garanties des meilleurs critères pour l'indépendance, enfin pas l'indépendance, la liberté, pardon, et la pluralité des journalistes? Oui, bien écoutez, pour répondre à votre deuxième partie de la question, moi je crois que le service public, vous savez, s'il y a, j'ai regardé les chiffres d'affaires, le TF1, M6, RTL, ça fait 3,4 milliards de chiffre d'affaires. L'ensemble France Télévisions, Radio France, ça en fait 3,6. Donc c'est kiff-kiff. Hein. Voilà. Mon enthousiasme vient du fait que j'ai enseigné pendant 50 ans et que j'essaye de séduire mon public ou même de le choquer parfois. Je sais que je choque certains des sénateurs ici présents, bien que je... Bon, bref. Pas tous. Bon. Le problème, c'est que le CSA, Roch-Olivier Mestre vous l'a dit, n'est pas fait pour contrôler la ligne éditoriale des chaînes. Se faire le juge du beau et du bien, comme il a dit. Hein, sinon, si on dit il ne faut pas que tel... je vais vous raconter une chose, puisque c'est maintenant public. Nous avons été saisis sur le procès qui a eu lieu ce matin, enfin le jugement qui a eu lieu ce matin. Nous avons été saisis au CDJM. Voilà. Et tout le monde disait c'est inadmissible ce qu'il dit. Je trouve inadmissible personnellement. Hein, je ne vous dis pas que c'est très bien ce qu'il a dit. Mais bon. Et
j'étais président du CDJM, et on a répondu à tous les gens qui nous ont saisis. C'est quelqu'un qui a droit à la liberté d'expression. Il n'est pas là en tant que journaliste, il est là en tant que polémiste. Si ces propos tombent sous le coup de la loi de 1881, ce n'est pas de la déontologie qu'il s'agit, c'est de la loi de 1881, incitation à la haine raciale et autres machins comme ça. En revanche, nous avons pris une des saisines parce que Christine Kelly, comment dirais-je, souriait bêtement et n'a absolument pas repris le propos de Éric Zemmour. Et là, nous avons dit, là, il y a un manque déontologique. Parce qu'elle aurait dû dire en tant que journaliste animatrice du débat, mais d'où tirez-vous ça ou sur quoi vous appuyez-vous? Elle aurait simplement dû dire ça. Évidemment, il ne lui aurait pas répondu, ou il aurait répondu à côté. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez que moi, je crois vraiment que la liberté, parce que, comme disait Clémenceau dans les débats sur la loi de 81, Turgot aurait été condamné parce que le prêt à intérêt était quelque chose de condamnable par l'Église. Donc on n'avait pas le droit de vanter le prêt à intérêt. Bon, et ben maintenant, vous voyez... Donc la liberté d'expression, c'est au cœur, c'est au centre de la démocratie, c'est la liberté d'opinion. La démocratie, ce n'est pas une démocratie des faits. On ne vote pas pour des faits, on vote parce qu'on a des opinions. On vote pour différentes raisons extrêmement diverses et variées qui viennent de notre éducation, de notre sociabilité, de notre, etc., de nos parents, de nos arrière-grands-parents, tout ce qu'on veut, bon, de nos métiers, de nos rencontres. Et on vote à partir d'opinions. La démocratie d'opinion, elle existe. Et donc, il faut qu'elle soit le plus large spectre possible, éventail possible. Hein, et c'est ça mon point de vue. Mais que la société puisse s'emparer. C'est pour ça que je milite sur cet observatoire, même si je sais que l'Europe est très lente, mais les lois en France aussi sont très lentes. Bon, donc, sauf quand elles sont activées à coups de fouet par quelques fois, bon, comme c'est arrivé il y a peu de temps. Mais sinon, les lois sont très très lentes, et surtout le temps qu'on pense à une loi, qu'on fasse la commission, etc., qu'on vote la loi et qu'on ait les décrets d'application, il peut se passer entre 2 et 4 ans. Evelyne Renaud-Garabédian, derrière son écran. Evelyne, vous nous entendez? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Evenot, merci de vos éclaircissements. Depuis sa création, le Conseil de déontologie se présente comme un tiers de confiance, un médiateur. Un baromètre de l'Institut Ipsos, qui a été publié en octobre dernier, a indiqué que seulement 16% des Français font confiance aux journalistes. Certains disent que cette perte de confiance peut parfois provenir de l'appartenance des journalistes à des médias détenus par des industriels, mais pour d'autres, cela provient de l'utilisation par certains journalistes de leur position pour faire passer sous couvert d'information des messages politiques. Vous êtes un historien, comme vous l'avez dit, des médias. La défiance actuelle à l'égard des journalistes, qui concerne également les politiques et en réalité toutes les institutions, est-elle particulièrement plus importante aujourd'hui et caractérise-t-elle notre époque? Ou bien existe-t-il en réalité depuis toujours dans l'histoire de la presse, simplement, mais on le sent davantage aujourd'hui, ou bien les médias traditionnels n'ont peut-être plus le même poids qu'ils avaient avant? Merci de vos réponses. Alors c'est une réponse qui est complexe parce que d'abord, avant de lancer le CDJM, alors là je ne parle pas au nom du CDJM, encore une fois, hein, j'ai démissionné, je n'ai plus aucune fonction dans cet organisme, je leur laisse vivre leur vie. Mais bon, on avait fait une étude avec l'ensemble des conseils de presse en Europe, la IPCE, l'Association internationale des conseils de presse en Europe. On leur avait demandé est-ce qu'il y a une meilleure confiance quand il y a un conseil de presse ou un conseil de déontologie. Et toutes les réponses ont été oui. Et la France, qui n'avait pas de conseil de déontologie ou de conseil de presse, était la dernière classée dans tous les pays européens. Pourtant, la presse anglaise n'est pas spécialement raffinée parfois, etc., etc. Bon. Et donc, vous voyez, il y a vraiment une liaison. Bon. Il est évident qu'on a en France une presse qui s'est fondée sur des fondements du rapport aux politiques.
que ce soit, on ne va pas remonter jusqu'à Théophraste Renaudot, qui était dans la main de Richelieu et Louis XIII, mais c'est la Révolution française qui marque ça. Hein, la Révolution française qui marque que la presse est polarisée. Et pendant tout le XIXe siècle, jusqu'à la loi de 81, c'est le pouvoir politique qui essaye d'empêcher la presse de s'exprimer, ou la presse qui essaie... La Révolution de 1830, c'est d'abord une révolution de la presse. Hein, c'est d'abord... voilà, c'est... Thiers, Girardin et compagnie qui lancent les typographes dans la rue, et ça fait partir le roi. Bon, donc on a une liaison très politique. Alors, est-ce que la France est parmi les très 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 mal classés ? C'est pour ça qu'avec quelques autres, nous pensions que la création d'un conseil de déontologie permettrait de rétablir. Et je crois que le fait de répondre au public, ça permet de rétablir un minimum de confiance, mais ça va être un processus très long. Le seul problème, c'est que beaucoup de gens pensent qu'on va répondre sur la question politique. C'est-à-dire que, est-ce que Zemmour a raison de dire ça, ou est-ce que Tahabouaf a raison de dire ça ? C'est, nous, le contenu, l'important. Hein, la déontologie, c'est le processus de fabrication, de collecte, etc., de diffusion de l'information qui doit être fait selon un cahier des charges qui est dans les chartes de déontologie qu'on retrouve par toutes... elles sont à peu près toutes les mêmes. Bon, c'est pour ça que la déontologie et la concentration, ça a très peu de rapport. Je prends souvent l'exemple qui fait hurler mes amis journalistes, et je vais en avoir de moins en moins s'ils m'écoutent, que je dis que ce n'est pas la taille du poulailler qui fait le poulet fermier, c'est le respect du cahier des charges d'élevage du poulet fermier, et qu'un poulailler de 1000 poulets, ou 3 poulets, si le cahier des charges est bien respecté par celui de 1000 poules, il a le droit à l'appellation poulet fermier. La qualité journalistique, c'est le cahier des charges de la déontologie. Et c'est là, encore une fois, où... alors, la plus grande concentration de journalistes, c'est l'AFP, c'est France Télévisions, c'est Radio France, et puis ensuite, on va dans les quotidiens, Ouest France, Le Monde, Le Figaro, etc. Voilà, c'est... Est-ce que... Je crois que... Depuis très très longtemps, Madame la sénatrice, pour vous répondre précisément, depuis le milieu du XIXe siècle, les Français ne sont jamais contents de leur presse. Jamais. Ils n'ont jamais été contents de leur presse. Monique de Marco. Merci. Merci, Monsieur Evenot. Vous avez présidé le pôle concentration, pluralisme et développement des États généraux de la presse et participé à l'instance consultative des aides à la presse sous le mandat d'Aurélie Filippetti, ministre de la Culture. Pourriez-vous nous faire part de ce qui vous semble le plus pertinent à réformer dans les aides à la presse ? Ne pensez-vous pas qu'il est urgent de conditionner l'octroi de ces aides à une forme juridique garante d'indépendance pour les rédactions, par exemple ? Alors, oui. Une forme juridique d'indépendance des rédactions, moi je vous ai dit d'abord que je ne croyais pas à l'indépendance des rédactions puisqu'elles sont payées par un entrepreneur qui... voilà. Xavier Niel, Mathieu Pigasse et compagnie alignent chaque année 50 millions d'euros pour repayer la rédaction du Monde. Il y a donc évidemment un lien de dépendance direct. Par contre, il y a une très grande liberté parce que la rédaction du Monde a obtenu depuis fort longtemps de pouvoir voter sur le directeur de la rédaction, de pouvoir avoir un certain nombre d'instances. Il y a une société des rédacteurs extrêmement vivante, la première fondée en France en 1951, pour soutenir le patron de l'époque, Hubert Beuve-Méry. C'est la rédaction qui soutenait le patron, c'est assez drôle. Et ainsi de suite. Enfin bon, il y a là eu, par négociation, etc. Faire un statut juridique. Je sais que beaucoup de syndicats, enfin le SNJ, le SNJ-CGT et quelques autres, réclament un statut juridique pour garantir l'indépendance des rédactions. Bon courage. Franchement, bon courage pour trouver la formule juridique qui soit acceptable par le Conseil constitutionnel de trouver vraiment l'indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, soit on fige les rédactions dans un état, hein, ça c'est aussi surtout, on va les figer, puis après ça on n'aura plus le droit d'y toucher.
Bon. Quel est véritablement l'intérêt d'avoir un statut juridique, si ce n'est de pouvoir rester en justice? D'accord? Mais les syndicats peuvent le faire. Il n'y a pas besoin d'un nouveau truc spécial. Je pensais à toute une série de problèmes. Par exemple, puisqu'on va revenir encore à M. Bolloré, il va croire à force que, bien que nous soyons bretons tous les deux, je n'aime pas la Bretagne. Mais bon, on pourrait très bien lutter contre Bolloré en se servant de ce qu'il y a juridiquement dans les autres lois qui ne concernent pas les médias, comme par exemple les abus de biens sociaux. Quand M. Bolloré fait un procès bâillon à des médias tout petits, Bastamag, ou à des très gros médias, mais en leur demandant 50 millions d'euros au tribunal de commerce, etc., on pourrait, comme tous les frais de justice et tous les frais judiciaires d'avocats, etc., sont payés par l'entreprise Bolloré ou par Vivendi, on pourrait très bien... Pourquoi vous parlez d'abus de biens sociaux? Eh bien, détournement de l'objectif social de l'entreprise ou abus de biens sociaux, quand on fait payer par l'entreprise un procès qui ne concerne que M. Bolloré lui-même, en fait, et parce que on dit du mal de lui dans certains médias. Bon. On a parlé de trafic d'influence. Moi, je veux bien, mais trafic d'influence, comment prouver du trafic d'influence? On revient au même... bon, je sais que les syndicats tiennent beaucoup, les syndicats de journalistes tiennent beaucoup à la création d'une entité juridique, etc., je ne sais pas quoi, qui consacrerait l'indépendance rédactionnelle des rédactions. Moi, j'ai toujours très peur de figer les rédactions. Il faut que les rédactions soient mobiles, le plus mobiles possible, parce qu'il faut s'adapter en permanence. Et donc, figer les rédactions, ça pose des problèmes. Ensuite, ça va poser des problèmes sociaux et des problèmes, etc., économiques qui vont... Moi, je trouve que c'est pour pas grand-chose, alors qu'il y a des syndicats qui peuvent intervenir, alors qu'il y a des sociétés de rédacteurs qui peuvent intervenir, qui ont des personnalités juridiques, qui sont des associations, mais elles peuvent très bien se retourner contre leur patron si elles en ont envie. Oui, je sais que je suis... voilà, il y a... je vois pas tellement l'intérêt de la chose. Pardon ? Les aides de l'État, oui. Les aides de l'État, excusez-moi. Alors, les aides de l'État... oui, elles ont beaucoup augmenté avec les états généraux de la presse à l'époque de Nicolas Sarkozy, ce qui était une énorme... On va juste faire attention au temps, parce qu'il est déjà 16h25. Normalement, on s'arrête à 16h30. On va déborder un petit peu, mais si vous pouvez être plus rapide dans vos réponses. Les aides de l'État à la presse sont en régression. On avait fait introduire avec Roch-Olivier Mestre un certain nombre de critères, parce que maintenant il y a des conventions qui sont signées qui devraient être signées, parce qu'elles ne sont pas beaucoup signées, mais il y en a quelques-unes de signées. Et parmi celles-ci, il était d'adhérer à un organisme déontologique, etc., etc. Bon, les aides de l'État à la presse, elles sont en voie de résorption. À part celles qui sont immobiles, parce qu'on ne va pas commencer à toucher au taux de TVA, par exemple, à 2,1%, ça c'est bon. Tout le reste, c'est l'aide à la poste, au transport postal. Comme il y aura bientôt plus de transport postal, il n'y aura plus besoin d'aider la poste à transporter la presse. Que l'aide à la distribution, comme il y a de moins en moins de distribution, alors bien sûr, il faut apurer Prestalis. Ça a coûté déjà plusieurs centaines de millions d'euros et ça va en coûter encore, mais tout ça, c'est en voie de disparition. Les imprimeries, il y en aura de moins en moins, puisqu'il y aura il y a de moins en moins de papier. Vous voyez que maintenant, Rico Bono imprime tous les journaux nationaux, et maintenant distribue aussi les journaux nationaux, etc. Donc les aides de l'État, les conditionner comment? Au respect de quoi? Au respect de l'indépendance des rédactions, là encore une fois, voilà. Oui, mais comment enfin, je ne suis pas juriste, mais je vois mal comment on pourrait trouver la formule juridique qui permettrait cela. Sylvie Robert. Oui, merci, Monsieur le Président. Rapidement, je vais revenir, Monsieur, sur vos premiers propos. Vous avez dit qu'il y a deux types de concentration. Concentration économique. On va parler de TF1, M6, RTL, qui est plus dans une démarche défensive. Et là, je m'arrête un instant et je vous pose la première question. Il y en aura deux. Est-ce que vous pensez que ça a du sens par rapport aux GAFAM?
et à ce qu'ils représentent aujourd'hui. Et la deuxième type de concentration, qui est une concentration plutôt offensive, de type politique. À vous entendre, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aujourd'hui que tous les phénomènes de concentration, ces phénomènes ne sont pas nouveaux, vous l'avez dit vous-même, mais ils sont d'une autre nature. Et à vous entendre, là je vous ai entendu, est-ce que les phénomènes de concentration aujourd'hui ne seraient pas justement de nature politique, parce que derrière, ce sont des industriels qui d'ailleurs, dont ça n'est pas le métier initial, on le sait, ce ne sont pas des hommes de l'information. Et si on considère que la concentration de type économique, mais vous allez me dire si vous êtes d'accord, n'a pas de sens, parce que les GAFAM représentent aujourd'hui une telle puissance, et j'ai regardé vos chiffres, que finalement ça n'a pas de sens qu'au niveau français, on puisse être encore dans une démarche comme ça, eh bien les concentrations d'aujourd'hui seraient donc plutôt offensives et politiques. Et je reprends là vos propos. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous, Madame la sénatrice, parce que je vous ai dit que c'était une concentration défensive, TF1, M6, RTL. Défensive pour garder un petit peu de public, un petit peu de... Ils ne vont pas concurrencer Netflix, vous inquiétez pas. Vous voyez bien que Salto commence à marcher. Salto, là, les trois Français réunis, donc ça n'a à peine 700 000... Mais si, ça a un sens. Ça a un sens économique pour l'entreprise, pour les entreprises. Qu'est-ce qu'on fait de M6 ? Bertelsmann a décidé de se désengager de la télé européenne et de ne garder que de la télé en Allemagne. Bon, ils ont vendu RTL Belgique au groupe Rossel. Ils veulent vendre RTL M6 France. Bon... Si ce n'est pas TF1 qui l'achète, ce sera quelqu'un d'autre, mais Bertelsmann n'en veut plus. Voilà, c'est terminé pour eux. Ils ont tiré les leçons, ils considèrent qu'il faut se replier sur le marché allemand, c'est leur problème. Bah oui, mais je sais. Bon. Alors, ce n'est pas une concentration politique, pourquoi ? Parce que les rédactions ne seront pas mélangées, certainement pas. Les rédactions, de même que les programmes, ce serait suicidaire. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Mais attendez, ce serait suicidaire de faire des rédactions fusionnées parce qu'elles ne sont pas sur les mêmes créneaux, elles ne sont pas sur les mêmes horaires, elles ne sont pas sur... etc. Bon, alors... Répondez à ma question. Est-ce que les concentrations telles que vous les dites, en tout cas les énoncées là, et notamment celle de TF1, a du sens aujourd'hui économiquement, et ne pensez-vous pas parce que il y a d'autres phénomènes qui s'opèrent avec derrière les impacts que vous avez vous-même énoncés, ce ne sont pas aujourd'hui des concentrations qui sont d'une autre nature et qui prennent le devant de la scène, c'est-à-dire de nature politique et offensive. Non. Je vous ai dit oui, ça a du sens pour l'entreprise TF1 M6 de regrouper ses forces, de faire des économies d'échelle, de faire etc. Mais évidemment qu'ils ne vont pas remplacer Amazon ou Netflix demain. Mais ça a du sens quand même pour l'entreprise française dont je vous parle. Il faut bien voir qu'il y a deux sens, un mondial et un français, c'est pas la même chose. Vincent Capo-Canellas. Vincent ? Oui, Président. Bonjour à tous. Merci d'abord, Monsieur le Professeur, de votre propos qui est roboratif, qui a le mérite de la clarté et puis qui nous invite à une forme de simplicité dans ce qu'on pourrait nous-mêmes entreprendre du point de vue législatif. Pour autant, je voudrais essayer de prolonger avec vous votre réflexion. Est-ce que vous nous dites, en gros, si je caricature et j'ai conscience de le faire, que la concentration des médias n'est pas le vrai sujet, que le sujet c'est le pluralisme, que d'ailleurs il y aurait beaucoup à faire côté Internet, mais en même temps vous témoignez de votre expérience difficile à CNews. Donc je me demande si la conclusion de l'observatoire que vous nous proposez n'est pas un instrument relativement faible. Donc alors sans vouloir tout traduire dans la loi et sans être trop coercitif s'agissant du statut des rédactions, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de principes ou d'obligation d'adhérer à un observatoire, une façon de trouver des principes à mettre dans le corps législatif applicable qui donnerait plus de force à votre raisonnement. Oui, peut-être si les parlementaires et les sénateurs en premier s'en saisissent et décident de... On a réclamé le soutien des parlementaires et des députés comme des sénateurs lorsqu'on a créé le CDJM. On a eu une réponse extrêmement faible, si je puis dire, pour ne pas dire nulle.
Donc on s'est passé de la représentation parlementaire pour créer le truc parce qu'on considérait qu'il fallait le créer. C'est comme ça. Moi, bien sûr que ce sera faible, mais moi je vois sur le long terme, bien que je sois un vieux monsieur et que je ne verrai pas le bout de la chose, je vois sur le long terme. Mais sur le long terme, l'important, c'est de conforter la société démocratique. C'est de faire en sorte que la société démocratique, qui en Europe est attaquée par plusieurs endroits, à la fois par les GAFA, par les trolls, par les machins, par les trolls internationaux ou nationaux ou tout ça, conforter la société démocratique. Et la conforter... Une partie du confort qu'on peut lui... Enfin, comment on dirait, de la confortation, je ne sais pas comment on dit, oui, ce serait de lui donner les moyens de faire savoir. Hein, c'est Louis Plenel qui a... moi, je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Hein, comme quoi, vous savez, je ne suis pas... certains me traitent d'ultralibéral, de chômage et de misère, mais je ne suis pas pas tant que ça. Je suis tout à fait d'accord avec Louis Plenel sur le droit de savoir. Hein, il faut que les citoyens puissent savoir. Alors bien sûr, ce n'est pas la solution miracle. Hein, ça n'a aucune solution miracle. Mais je sais bien que vous êtes des législateurs, donc vous avez envie de légiférer, c'est votre job. Mais quand même, vous savez aussi que l'abus des lois traîne... ça pose des problèmes aussi. Moi, je vois pas, encore une fois, je vois pas comment on peut faire que une loi dise les rédactions doivent être indépendantes de l'actionnaire. C'est dans tous les textes. Dans la loi de 86, ça y est. Mais si, bien sûr que si. J'ai pas le temps parce que je vais encore me faire reprendre par le président, mais je peux vous citer la loi de 86. C'est dans la convention collective des journalistes, ils ont le droit de refuser, etc. L'actionnaire dans la loi de 86 n'a pas le droit d'imposer, etc. Bon, donc tout ça, ça existe. C'est pas la peine de créer encore un organisme supra, je sais pas quoi, donner à l'Arcom les pouvoirs de garantir l'indépendance des rédactions. Ceci dit, moi je vais rebondir quand même sur à la fois les deux dernières questions et puis ce que vous dites, parce que dans votre propos introductif, vous avez dit il y a deux logiques dans ces concentrations, la logique économique et puis la logique démocratique, que vous avez, alors peut-être un raccourci de la présentation, on a eu le sentiment que vous opposiez, en disant par exemple, si on regarde TF1 M6, c'est une logique économique, si on regarde le groupe Vivendi, c'est par rapport à Lagardère par exemple, c'est plus une logique démocratique. Bon, c'est un propos qui s'entend. Mais j'allais vous dire de manière provocatrice, parce que comme vous avez un ton un peu provocateur, je me permets de rentrer dans le même... C'est vous qui le dites, parce que quand on écoute Vivendi, ils vous disent c'est une logique économique. Nous voulons fonder un grand groupe international. C'est exactement le même terme. Qu'est-ce qui, et si on est plusieurs à intervenir là-dessus, c'est parce que c'est une problématique qui nous intéresse, de savoir qu'est-ce qui permet de définir quels sont les critères qui soient vraiment, qui soient pas subjectifs, mais qui soient juridiquement opposables, si je peux dire ainsi. Qu'est-ce qui permet de dire qu'on n'est plus dans la logique économique, mais qu'on est dans la logique démocratique, que le cadre démocratique ou l'esprit démocratique qui doit prévaloir est dépassé dans un cas ou dans un autre. C'est très compliqué. Et, pardon, juste pour compléter ma question, qui doit le dire ? Mais voilà, moi ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que c'est certainement pas à la loi, c'est même pas aux organismes de régulation qui sont les autorités indépendantes, etc. Pourquoi je dis que je ne dis pas que la logique bolloréenne n'est pas une logique aussi économique. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, pourquoi ? Parce que j'ai vu François Coty en 1920 racheter le Figaro, puis en 1923 racheter le Gaulois, puis en 1928 créer l'Ami du Peuple, et puis en 1934 faire faillite. François Coty, qui était un grand parfumeur à l'époque, et qui avait fait fortune avec la et qui, en fascisant ses journaux, a fait baisser les ventes de 90%. 90% en 12 ans pour le Figaro. Costaud. Hein ? Bon, moins 90%.
J'y crois pas. Moi, Bolloré, il a ses porte-flingues là actuellement. Enfin bon, voilà, très bien. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on va faire une loi pour que M. Bolloré va avoir 70 ans dans un mois ou 2 mois, je ne sais plus. Bon, il ne sera pas éternel comme vous et moi. Et donc, est-ce qu'on va faire une loi pour... Voilà. Le problème, c'est que pour moi, ça ne pose pas véritablement de problème démocratique. Ce qui pose le problème de la liberté des rédactions, encore une fois, c'est ça qui m'importe, mais que l'éventail de la démocratie s'élargisse de l'extrême droite à l'extrême gauche, ça ne me pose pas de problème démocratique. Ça me paraît tout à fait logique qu'il y ait l'humanité et que quand je trouve dommage que les Insoumis n'aient pas réussi à faire de leur télé, le média, une vraie télé. Je trouve ça dommage, même si je ne suis pas du tout de... Bon, voilà. Non, mais je trouve ça dommage. Mais ils étaient eux aussi caricaturaux. Moi, je me souviens, j'étais invité pour un débat encore sur la concentration, le pluralisme, etc. Il y avait 2 trotskistes, un communiste, et puis Edoui Plenel et Laurent Mauduit, et puis, enfin bon, bref... C'était puis moi. Bon, vous voyez, mais c'était un débat là. On fait pire sur CNews. Le problème sur CNews, et c'est là où on retombe sur le pluralisme interne, c'est que j'ai assisté à un débat l'autre jour avec M. Bock-Côté, et de l'autre côté, en face de lui, il y avait un journaliste qui publie dans un journal d'extrême droite. Vous voyez que le débat était extrêmement conflictuel. Dernière question de notre rapporteur, David. Oui, bon, il y a tant à dire. Là, on est dans les débats entre nous d'opinion ou alors d'appréciation des enjeux. Et je suis très étonné que ce qui a fait consensus républicain de la droite à la gauche, toute obédience religieuse, toute obédience ou nuance de l'échiquier politique issu de la résistance, c'est-à-dire de la République, aujourd'hui soit si relativisé. Parce que quand vous parlez de l'extrême droite, certes, ça veut tout dire et rien dire, mais en tous les cas, n'est pas une opinion dans la République, et depuis 1945 et après Vichy, le racisme, etc. Mais c'est sanctionné par la loi de 81, il n'y a pas de problème. Considérer, oui, non, mais vous pouvez, d'accord, sauf qu'on parle là de la liberté d'opinion et en gros, vous dites que tout ce qu'on a envie de dire est possible. Or, non, et ça, il y a des régulations, et y compris dans les conventions avec les chaînes de télévision, c'est écrit, ce sont des engagements contractuels. Je sais. Avec, voilà, donc où on les fait sauter, on pense que je ne sais pas quoi, et qu'une chaîne YouTube, c'est la même chose, une chaîne de Mélenchon, de l'UMA, d'un fasciste qui a monté sa chaîne, et encore, elles sont régulées par YouTube. C'est la même chose que quand le CSA... sur l'hertzien et sur la TNT octroie une chaîne. Bon, donc ça c'est un débat. Je pense quand même qu'il est très important. Sur la question du statut, j'ai entendu votre opinion. Vous pensez que c'est pas tellement l'indépendance des rédactions comme ça, parce que ça pourrait s'appeler la liberté, puis ça vous irait plus, la liberté des rédactions, mais la réflexion à avoir, je pense que nous devrons l'avoir, et effectivement, il y a des choses inutiles, des choses impossibles, etc. Mais on sent bien qu'il y a 2 droits individuels forts qui ont été créés pour protéger les journalistes, le droit de cession et la clause de conscience, et qu'il n'y a aucun droit collectif à part celui des syndicats. Mais enfin, les syndicats ne représentent pas une rédaction. Il y a beaucoup de syndicats, ils peuvent être divergents, et on n'a jamais donné aux syndicats le statut d'être le représentant exclusif d'une rédaction, voire même de sa direction. Parce qu'une rédaction, c'est les dirigeants de la rédaction et les journalistes. Donc, vous avez répondu, mais... comment vous dire, est-ce que vous ne pensez pas qu'est-ce que vous pensez
du fait quand même de réfléchir un peu plus à quelle que soit l'ampleur du danger qu'on apprécie, vous un peu moins que moi, etc., à un statut juridique plus fort pour assurer la liberté des rédactions. Alors ça, j'ai pas eu le temps de vous le dire parce que c'était dans mon papier, mais il était beaucoup trop long. Moi, je trouve que la loi Brachard de 1935, qui a créé la clause de cession et la clause de conscience, a pas vu très bien les choses. C'est-à-dire que la clause de cession, elle est automatique. Dès qu'on change d'actionnaire, tout le monde a le droit de partir et il faut payer. Bon. Même s'il n'y a pas de changement éditorial. Quand Hersan a racheté à Prouveau, quand Prouveau a racheté à Boussac, quand Boussac a racheté à Madame Cottenard et à nous, qui avait hérité ça de Monsieur Coty, le Figaro est resté de droite, conservateur, machin, etc. Bon, ça n'a pas changé. Et il y a eu clause de cession à chaque fois. La clause de conscience, elle n'est jamais utilisée. Elle a été proposée 2-3 depuis 1935. 2-3 personnes ont essayé de l'utiliser. À chaque fois, ça n'a pas marché. Donc moi, je serais pour transformer ces deux clauses en une seule, qui serait une clause de conscience collective en cas de changement de ligne éditoriale. Vous voyez ? Et là, c'est là où la liberté de la rédaction pourrait s'impliquer. Parce que, oui, mais c'est pas sanctuariser l'indépendance des rédactions. Bien sûr qu'on est d'accord. Bien sûr, sur plein de choses, monsieur Assouline, bien sûr. Vous ne croyez pas que je sois un méchant... non, on est d'accord sur plein de choses, mais il faut voir comment on peut légiférer. Je trouve qu'une clause de conscience collective serait bien plus intelligente que ces deux clauses de cession et de conscience qui sont d'un côté... Ça augmente le prix de vente, hein, parce qu'il y a les vieux journalistes, je me souviens de Robert Solé, qui, 6 mois avant la retraite, part avec 33 mois d'ancienneté. Bon, voilà, toc, tranquille. Bon, et puis la clause de conscience, il faut prouver qu'il y a eu changement de ligne éditoriale, mais un journaliste tout seul, c'est très difficile. Je me souviens de Michel, je ne sais plus comment il s'appelait, qui a fait ça au Monde dans les années 70 en disant depuis que Beuve-Méry n'est plus là, c'est devenu un journal communiste, etc. Bon, il a été débouté. On peut pas... Enfin, voilà. Donc, effectivement, là, on pourrait avoir quelque chose de très intéressant et qui pourrait être soutenu par les syndicats, parce que les syndicats, ils se battent pour faire appliquer la clause de cession. Ils soutiennent généralement quand il y a besoin, s'il y a besoin, une clause de conscience. Donc oui, là, je ne sais pas, Inès Léraud, qui a été licenciée, semble-t-il, injustement d'après elle est soutenue par les syndicats, et les syndicats vont en justice à ses côtés. Ça paraît tout à fait logique. Merci, M. Evenot, pour ces explications, cette parole libre qui a éclairé notre commission. Hein. Vous avez une certaine franchise de votre expression, puis dans vos prises de position. Donc merci pour votre participation de cet après-midi. Puis on sera bien sûr, si vous n'avez pas pu développer certains aspects, je vous ai senti frustré. Oui. J'en suis désolé à certains moments. Mais oui, je vais prolonger d'un quart d'heure, effectivement. Mais n'hésitez pas à nous envoyer un écrit si vous voulez revenir plus précisément sur tel ou tel point que vous n'auriez pas. Et merci de m'avoir accueilli, parce que c'est toujours un plaisir de vous voir. Merci.